Investigación. Investigación. L'attitude du pouvoir politique, l'attitude de la France, ça s'explique par le problème du contrôle des richesses et de l'indépendance économique du Mali. Oui, contrôle autant politique qu'économique évidemment. Et c'est toute la politique enjointe par le FMI. C'est le réajustement structurel qui a barré la route à tous les investissements possibles. Qu'est-ce que le FMI a dit au Mali et dans quelles circonstances ? Par étranglement, on a provoqué un appauvrissement du pays. Un des mécanismes d'étranglement, c'était la spéculation sur le coton. On a engagé le Mali dans la production à grande échelle de coton. Pour l'exportation. Pour l'exportation. Et puis, on a réduit le prix du coton sur le marché mondial à moins que la valeur du noyau. Et donc, ils ont basculé dans les dettes. Pour se rattraper, ils ont emprunté au FMI. Résultat, le FMI impose des conditions qui sont... Ça s'est passé dans les années 70, 80. On a imposé des conditions qui ont sacrifié tous les investissements publics et ont obligé l'ouverture des frontières à l'investissement étranger. Un des résultats, c'est que le chemin de fer, c'est un cordon ombilical pour le Mali. C'est la voie d'entrée et sortie des marchandises et de circulation des populations. Le chemin de fer a été vendu à une compagnie canadienne pour 107 millions de francs CFA, c'est-à-dire le prix des billets de chemin de fer. Pour ce qui est des mines, c'était pareil. Les multinationales Anglo-Gold, Rangold, en arrivant à Morila, ont acheté les terres aux paysans, 50 € pour 7 hectares. Et qui achetait ces terres ? Eh bien, Morila et ça. Avec quels intérêts derrière les intérêts, c'est ce dont j'ai parlé avant, évidemment, clairement. Mais l'autre intérêt, c'est une prise de pouvoir totale sur le pays. C'est que le pays est disséqué. Il faut voir la carte minière du Mali. C'est un patchwork de territoires privés dans lesquels il reste des espèces de petites traces de Bantoustan entre pour les habitants. Si on vient à l'analyse de l'attitude du pouvoir politique, donc Moussa Traoré a été remplacé en 91-92 par l'homme qu'on appelle ATT en abrégé. Et quelle politique il a suivi, quel genre de dirigeant c'était ? En tant que militaire, c'est le peuple qui l'a bouté dehors par son soulèvement. Et ATT a surfé sur ce soulèvement pour se mettre en place en allant cueillir Moussa Traoré. Il ne s'est pas mis en place comme tout de suite à la tête de l'État. Dans le premier temps, il a cédé la place à Alpha Oumar Konaré, qui était le président élu à l'époque, et qui a eu 2 mandats. Et puis ATT s'est présenté, et qui était à la fin de son 2e mandat. Il faut dire que si la France parle de démocratie, ils ont en tête des démocrates. Et donc, un démocrate soumis, c'est ça qu'ils préfèrent. Donc, avec l'histoire de ATT, je peux la comparer un peu avec la situation du Sénégal avec Wade. Donc, ATT a fait son coup d'État, aidé aussi par la France, pas contre, mais sur base du soulèvement populaire en 91. Donc l'aile de gauche des étudiants et surtout les luttes des femmes ont été remarquables à ce moment-là contre Moussa Traoré. Et jusqu'à aujourd'hui, les luttes des femmes sont assez importantes, je pense, au Mali, quand on voit comment les femmes ont réagi quand leurs soldats, les simples soldats, ont été tués au nord, vraiment égorgés et tout ça. Ils n'avaient pas de nourriture, les soldats. Donc, c'est sur cette base-là que les femmes ont été manifestées en janvier contre la trahison, qui disait, de ATT, qui
faisait rien, les généraux donnaient des instructions contradictoires, les soldats ne recevaient pas de nourriture. Donc les femmes, elles ont été, avec leurs enfants, ils ont été manifestés. La même chose en 91. Donc les femmes ont été assez présentes dans cette lutte-là. Et donc les étudiants, les femmes, ce mouvement était très important. Donc ATT, sur base de ça, a pris le pouvoir avec l'aide de la France, qui voulait un homme comme lui. Donc on l'a appelé le soldat démocrate, donc il était bien. Il a fait la conférence des CSA, de transition. Donc l'autre, qui était à la base du mouvement, ne sont pas rentrés dans le gouvernement ou dans le système là. Donc il y a eu... Donc ATT s'est retiré, ça tout le monde applaudit, tous les gens au Mali vont applaudir ATT qui s'est retiré comme militaire. Mais donc de nouveau, c'est un militaire, un coup d'État militaire que les Français aimaient. Contradiction avec le militaire d'aujourd'hui, là, il n'aime pas parce qu'il ne le contrôle pas. Mais c'est aussi un militaire qui a dit qu'il allait redonner le pouvoir, mais donc il n'est pas soumis comme un ATT. ATT, donc il s'est présenté aux élections en 2002, là je fais la comparaison avec Wade, qui a été vraiment applaudi aussi par le peuple. Donc je connais mes amis là, de Cheikh Oumar Sissoko, qui fait partie aussi de Sadi, donc le grand cinéaste. Il est rentré dans le gouvernement, Aminata Traoré est rentré dans le gouvernement de ATT. Donc il y avait une certaine espérance du peuple pour des changements sérieux avec ATT. Comme on a eu au Sénégal avec le mouvement SOPI, qui a été soutenu aussi par la gauche. Il y a eu des organisations révolutionnaires, tous du Sénégal, qui sont rentrés dans le gouvernement de SOPI, de Wade. Donc il y avait une grande espérance aussi dans Wade. Donc tous ces gens-là, au Sénégal, se sont retirés. Donc maintenant, avec les jeunes au Sénégal de Yanamar, ils votaient encore il y a quelques années Wade, mais donc ils ont tous ont laissé tomber Wade. Donc ces démocrates-là, parce que les dirigeants qui commencent bien font des promesses et puis mettent dans leur poche. Oui, c'est ça, tout un clan autour de Wade, qu'on a vu aussi avec ATT. Donc il y a une corruption qui s'installe. Ils feront la politique à eux-mêmes. ATT a fait des trucs comme avec les Touaregs, ce que Wade a fait aussi avec le Casamance. Il y a un mouvement de libération en Casamance qui est tourné vers le banditisme. Mais donc, une des dernières choses que Wade a dit, donc il a toujours dit on va développer la Casamance avec ces aspects d'indépendantisme. C'est fort diminué, mais donc il a promis le développement, mais tout cet argent-là promis pour le développement, qu'ils ont fait aussi pour le Touareg, c'est tout rentré dans les poches des amis. Donc il n'y a rien de développement qui s'est fait en Casamance ni pour les Touaregs. Ils gèrent tous eux-mêmes cette situation avec leur clan, leurs amis, leurs fils comme Karim. Donc, et aussi, jusqu'à la fin, Wade a dit tous les gens armés en Casamance, je vais leur donner des terrains s'ils arrêtent la lutte armée. Évidemment, tout le monde va vite rejoindre la lutte armée pour avoir des terrains après. Donc, ce n'est pas des questions de paix. ATT a fait des trucs identiques pour calmer un peu le jeu, là. À la fin, il a même dit que les Touaregs, c'est le problème des Algériens, c'est pas mon problème, il a laissé même tomber. Donc, c'est pour ça qu'il a été maintenant traité comme un trahi. Et donc, ATT, un bon démocrate, soutenu par la gauche, Aminata Traoré, Cheikh Oumar Sissoko, ministre de la Culture, ils se sont retirés. Donc, ces démocrates, il faut voir comment ils évoluent. Un Wade, un ATT. Donc, et donc, les gens ont vraiment applaudi pour le coup d'État des militaires aujourd'hui, parce que les gens ont compris. Il y a une stagiaire là au boulot qui a son père qui a toujours été pour ATT, maintenant il a compris, quand il a eu les émissions à la télévision, comment l'argent a été malmené par un gars comme ATT, qui pensait le soldat démocrate, qui allait... Toutes les illusions sont tombées vraiment
Et donc, de nouveau, il y a cette lutte, ce soulèvement populaire qui existait avec les femmes qui ont été à la base du coup d'État, enfin, on a eu maintenant une insurrection populaire, disons, qu'on n'en a pas parlé dans les médias, mais qui était très présent. Un gros événement dans le déroulement de la période ATT qui a porté le soulèvement, le mécontentement, c'est la question de l'Office du Niger. Alors l'Office du Niger, c'est la régie des terres de rizières dans le delta intérieur du Niger. Le delta intérieur du Niger, c'est une énorme plaine riche, très bien irriguée par le Niger, qui se trouve en aval du barrage de Markala et qui a un potentiel de production de riz de plus d'1 million d'hectares, donc capable de nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. Cette région nécessite un entretien d'irrigation. Il y a beaucoup de canaux d'irrigation. L'État a, au travers de l'Office du Niger, cette responsabilité-là. Et les paysans exploitent des parcelles qu'ils louent, c'est-à-dire pour lesquelles ils payent une redevance eau, une taxe sur l'entretien des canaux d'irrigation. Première chose, ces taxes sont relativement chères et n'ont jamais servi à l'entretien du réseau d'irrigation et ont servi simplement à remplir les caisses privées des gens qui sont au pouvoir. Mais en plus, toute l'infrastructure qui l'accompagne, il y a les engrais, il y a les huileries à partir des noyaux de coton, il y a le stockage de riz, etc. Toute cette infrastructure, qui était aussi une infrastructure de l'État public, a été liquidée. Soit été, il a vendu l'une après l'autre toutes les infrastructures de l'Office du Niger, et puis il s'est mis à distribuer les terres. C'est-à-dire que ces terres, qui sont des terres d'État, on a chassé les paysans, les uns après les autres, et pour remettre ces terres, d'abord à des commandants de gendarmerie, des femmes de ministres, puis des multinationales, et essentiellement ces terres partent maintenant par milliers d'hectares dans les mains de multinationales, dans la perspective d'agrocarburants notamment, mais donc d'agriculture d'exportation. Et les paysans ont été ruinés et chassés de leurs terres par centaines de milliers. C'est un bassin de mécontentement énorme. Il y a eu des luttes armées, des assassinats. Un des élus locaux de Sadi, le parti d'opposition de gauche, dans la région du delta intérieur du Niger, Niono, a été assassiné juste après l'élection. Donc il y a eu un combat violent autour un mécontentement énorme autour de la question des terres, qui s'est accompagné d'une loi qui s'appelle la réforme agraire. Et cette loi de la réforme agraire consiste à donner un titre de propriété à qui le revendique pour une terre. Alors, c'est un piège épouvantable, parce que les terres appartiennent de façon traditionnelle. Il y a une autorité locale traditionnelle qui gère les terres autour du village. Et en l'occurrence, dans l'Office du Niger, se superpose la gestion publique. À partir du moment où on propose un titre de propriété sur les terres, ça veut dire que les gens n'ont plus une gestion communautaire de leurs terres, mais une gestion privée. Et dans une situation où ils ont été étranglés financièrement, parce qu'ils ont été mis dans une situation où ils sont obligés de s'endetter pour acheter les semences et les engrais, quand ils ont un titre de propriété sur leurs terres, la première chose qui leur reste, première ou dernière chose qui leur reste à faire, c'est vendre leurs terres. Donc, on a saigné la population avec cette loi
après tout un harcèlement qui a duré quelques décennies. Voilà. Et ça, c'est un fond de mécontentement énorme. Cette mise aux abois des gens qui a poussé des dizaines de milliers de jeunes à partir, se noyer dans la mer et mourir dans le Sahara. Alors, ce sont ces événements qui permettent de comprendre sans doute le coup d'État, parce que ici, à voir la presse française, belge, etc., il n'y avait aucune explication logique à un coup d'État. Tout d'un coup, il y a un président là, qui d'ailleurs va bientôt partir, et tout d'un coup, il y a un coup d'État contre lui, et on ne sait vraiment pas pourquoi. On a l'impression que c'est le calife qui veut prendre la place du calife. En réalité, le fond du problème, c'est le vol des richesses du peuple malien et c'est la révolte populaire. Il y a le mécontentement populaire qui est la force principale. On voit aussi avec la destitution de Wade, c'est des jeunes de Yanamar qui ont fait que Wade a dû partir. La France a toujours voulu encore l'aider au plus que possible. Elle a essayé tout. Donc ils l'ont laissé tomber seulement à la fin. Donc, l'ancien ambassadeur a été destitué, qui a commencé il y a quelques années là, à critiquer Wade. Ils l'ont retiré, la France-Afrique a retiré le gars pour mettre un autre ambassadeur. Donc peut-être qu'ils ont tiré la leçon de l'affaire Wade pour le Mali, qu'ils doivent quand même un peu être plus souples dans la politique pour laisser parfois des gens tomber. Donc ATT n'était plus le grand ami de la France. Il y a eu un mécontentement français, disons. Pourquoi ? ATT n'acceptait pas les conditions d'immigration posées par Sarkozy. Il faut dire que l'argent que les émigrés maliens ramènent au pays est, je pense, 6 fois plus que ce que la France donne au développement. Donc il y a des régions, 10 fois, il y a des régions comme Caille qui vivent vraiment de l'argent que les émigrés maliens de France font retourner au pays. Donc là, des gens comme ATT, ils sont conscients de cette richesse économique qui ramène et donc il n'a pas joué le jeu de Sarkozy sur les nouvelles lois qu'on connaît avec Sarkozy. Donc là, Sarkozy n'était pas content du tout. Et deuxièmement, ils ont toujours voulu, vu la situation déstabilisée dans la région du Sahel, une base militaire. Ils ont toujours voulu réouvrir une base militaire française qu'ils avaient dû abandonner par Modibo Keïta de Thessalite. La France veut réouvrir ça et donc ATT n'était pas d'accord pour une nouvelle base. Donc là aussi, les Français ont été tout à fait mécontents. Donc ATT n'a plus le support qu'il avait avant. Donc il était assez correct, donc démocrate soldat, disons. Il ne voulait pas qu'on voit un troisième mandat, ce qui supposait aussi. Donc il a dit, je fais mes 2 mois et je me retire. On ne l'a pas entendu se plaindre qu'il a été destitué même. Donc il a accepté, donc il a laissé. Donc une réaction que la France, contre les généraux, disons, très populaires, soutenus par le peuple, la réaction française est en soi criminelle. Enfin, quand tu le compares, comment ils applaudissent pour d'autres coups d'État qui sont un peu populaires, comme ATT en 91, ils l'ont aidé à prendre le pouvoir, mais ici, pas question. Donc, À présent, les Français donc ne soutenaient plus tellement ATT, mais ne sont pas très contents non plus avec ce qui est arrivé. Qui est Sanogo? Quels sont ces putschistes? Alors, il faut savoir que dans les dernières élections, en 2008, ATT est passé moyennant des fraudes électorales dont on n'a pas parlé ici, mais qui étaient conséquentes et sur lesquelles le parti Sadi a été la première victime, mais il n'était pas le seul à avoir. Qui est le parti Sadi? Le parti Sadi, c'est le parti marxiste malien, le parti qui est le plus à gauche. Il a une influence? Et il a une influence populaire très grande. C'est lui qui a soutenu les paysans dans l'Office du Niger. C'est lui qui a soutenu les mouvements syndicaux et qui est à l'origine la région cotonnière aussi. Dans la région cotonnière, et qui est à l'origine d'un travail d'union entre les différents syndicats, cotonniers, des rizières et de l'industrie.
Et c'est donc, je crois que c'était les plus grands perdants des élections passées À cause des à tricheries. cause des tricheries. Et paradoxalement, les autres victimes de ces fraudes électorales ont revendiqué, ont poussé Sadi, ont voulu pousser Sadi à contester les élections et à se battre contre ces fraudes. Et Sadi ne l'a pas fait. Les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas fait, c'était de n'avoir pas de structure de coordination suffisante avec le reste de la gauche. Il n'y avait pas de front de gauche. Trouvé trop isolé. Il se trouvait isolé et donc il savait qu'il serait victime d'une mise en épingle de cette revendication-là. Mais ça n'empêche qu'en attendant, ça a fait énormément de mécontents dans le dernier mandat, puisque la plupart des Maliens n'ont pas voté pour ATT, n'ont pas voté pour le gouvernement qui était en place. Et je pense que c'est une des données qui justifie le coup d'État, qui est venu se rajouter aux autres données, celle de ce que le gouvernement malien n'a pas assumé, son armée, ses soldats, les a laissés se faire On n'a pas massacrer. défendu le territoire. Ouais. Alors justement, il faudrait expliquer qu'est-ce que c'est cette guérilla. Il y a plusieurs composantes. Oui. C'est qui et que revendique-t-il? Les revendications, c'est d'abord un minimum de conditions égales dans le pays. Quoi, il n'y a pas d'école? Mais voilà, des les a écoles, hôpitaux. il n'y a rien. Ni pour les Touaregs, ni pour Voilà. les autres. Voilà. Or, on a beaucoup parlé à travers les ONG d'apporter des écoles, notamment. C'est ce qui m'avait déclenché dans mon parcours, mon voyage à Morilla, c'était la construction de classes d'école. Il se fait que ces classes d'école ont servi simplement à masquer le pillage de Morilla, à faire ce que Morilla était censé rendre à la population, minimum de classes d'école pour pouvoir accueillir la population qu'ils ont drainée jusque-là. Oui, parce qu'avec la richesse du Mali, il y aurait très bien un moyen de subvenir aux besoins de la population. Moi, je vois qu'avant Chavez au Venezuela, 80% des gens vivaient sous le seuil de pauvreté. Maintenant, il emploie l'argent du pétrole et les gens ont accès à l'éducation, aux soins de santé, ils ont à manger. Donc la question c'est qui ne veut pas que ça se passe comme ça au Mali? Tout comme Modibo Keïta, dans sa période, a scolarisé à une vitesse extraordinaire la population et a alphabétisé pratiquement la population malienne en 90 ans, ce que personne n'a jamais fait après. Au contraire, la qualité de l'enseignement a régressé d'une façon épouvantable. Donc il y La avait un formation système des scolaire au Mali et il a été détruit Très très bon, qui a été détruit, complètement détruit. à cause de l'Occident et du Fonds monétaire international. Non seulement il y a surpopulation dans les classes, mais la qualité de l'enseignement est réduite à rien. Quand j'entends tout ceci, moi ça me fait penser à Salvador Allende, le président du Chili, qui en 72 disait dans un discours à l'ONU il y a des millions d'enfants chiliens qui n'auront jamais un avenir normal parce que dans leur toute petite enfance, ils sont sous-alimentés, donc leur cerveau ne se développe pas bien. Et si on avait pris les milliards de dollars de bénéfices qui ont été réalisés par les multinationales US du cuivre, Kenneth et Anaconda, qui exploitent le cuivre dans mon pays, disait-il, depuis des dizaines d'années, ben ces enfants, ils auraient eu un avenir normal. Et quelques mois plus tard, Salvador Allende était renversé et assassiné par un coup d'État made in USA. Donc j'ai l'impression que c'est tout le temps la même histoire qui se répète. Donc le Mali a été confronté depuis des mois avec l'insurrection Touareg. On n'en parlait pas pendant des mois, c'est seulement le coup d'État qui a fait dans les médias changer les choses. Donc une partie du Mali est occupée par l'insurrection Touareg. Évidemment, il ne faut pas exagérer, c'est du sable. En grande partie, c'est du désert. Donc, quand on voit les cartes, il ne faut pas en soi paniquer. Mais, je veux dire, il y a eu ça pour les Maliens, et donc ils veulent sauvegarder l'unité du pays. Mais deuxièmement, ce qui a fait le plus pire, mal pour le peuple, c'est l'embargo décidé par le CDAO,
où la France et l'Amérique étaient présents à les réunions, c'est l'embargo. On parle de la situation des enfants, la situation des femmes et tout ça, la cherté de la vie. Donc l'embargo a encore empiré. Il y a une période, il y a une situation de sécheresse. Les États-Unis ont provoqué la destruction des conditions de vie des enfants au Mali. Mais dans quel but l'embargo? Justement pour empêcher le soutien grandissant pour les soldats qui ont pris le pouvoir. Donc pour empêcher que le Mali, sur ses propres forces, pouvait se libérer et libérer le pays et l'unité territoriale. Donc la France veut toujours que c'est pas eux qui décident, c'est eux qui veulent libérer le Mali. Donc CEDEAO veut envoyer des troupes. Ben, il suffit d'envoyer des armes pour l'armée malienne pour qu'elle libère son pays. Il faut pas... La CEDEAO ne en soi pas envoyer des troupes, ils n'ont qu'à envoyer simplement des armes, et mieux les armer. Il y a une armée malienne, mais de nouveau la France veut une ingérence militaire dans la région. Donc l'embargo a fait qu'ils ont mis le peuple à genoux. Donc ça c'est aussi de nouveau la situation de compradors et bourgeoisie, que des pays comme le Mali, leur grande richesse c'est le soleil. Il suffit de mettre des panneaux solaires, on dirait, pour avoir l'énergie. Non, cette bourgeoisie compradeur, elle vise toujours sur l'importation des produits des multinationales occidentaux, pétrole, tout, enfin le riz et tout ça. Donc ils vivent de l'importation des choses et de l'exportation comme illicite et clandestine de l'or et tout ça. Donc cette classe-là, ils vivent des rapports avec l'Occident. Le Mali importe du pétrole de Total, de firmes comme ça. Concrètement, je ne connais pas. Non plus. Mais par contre, l'importation, c'est un pays enclavé, donc tout doit passer de nouveau par le port de Côte d'Ivoire, que la France contrôle. Voilà. Donc on ne veut pas que le Mali soit autosuffisant en énergie. Ils imposent un embargo total, c'était vraiment pour... Et pourquoi alors? Ils ont tellement peur de ce nouveau pouvoir C'est un pouvoir démocratique, c'est un pouvoir de gauche, c'est un pouvoir populaire, c'est un soulèvement général. Il n'y a pas longtemps, il y avait pratiquement toutes les intelligentsias engagées maliennes dans les rues. Il y a eu plus de 20 000 personnes. Il y a une mobilisation très forte. Le mouvement de mars qui a été créé, qui a été soutenu par plus que 30 organisations, partis, beaucoup d'organisations de la société civile, comme un peu comme en France, au Sénégal, l'unité contre Wade. Il y a eu vraiment de la société civile qui ont soutenu le coup d'État. Donc ici, dans la presse, on a montré des images des soi-disant partis démocrates qui ont manifesté contre le coup d'État, en grande pompe soi-disant, mais une semaine après, il n'y avait plus personne à leur réunion. Enfin, donc, on a vu qu'ils ont tellement reculé que le soulèvement populaire prenait de plus en plus forme. Enfin, et c'est là l'embargo a cassé tout. Les Touaregs, ils jouent quel rôle exactement dans ce jeu entre la France, le Mali et les autres pays? Il y a un procédé éternel divisé pour régner où on exploite des contradictions internes pour opposer les gens. Et les Touaregs ont, depuis toujours, que ce soit dans la période coloniale ou post-coloniale, sont laissés pour compte parce que dans un territoire où, par leur nomadisme, ils ont besoin de plus... les frontières les gênent plus. Ensuite, c'est quand même du désert, donc leur économie est fragile et difficile. Un acteur important dans l'économie ouest-africaine, c'était la Libye. Autant pour les Touaregs que pour le sud du Mali. Depuis l'agression contre la Libye, cet acteur-là a disparu. Les Touaregs sont les premiers à s'en ressentir parce que, déjà fragilisés au départ, mais aussi plus en lien avec la Libye que les autres. Et on a utilisé la fin de cette guerre pour
dispersé des armes sur le continent. Qui a organisé cette guerre? Les colons français et américains. C'est eux qui ont armé les Touaregs, c'est eux qui ont permis des convois gigantesques, des centaines de kilomètres de convois d'armes lourdes à travers le désert. Donc c'est qui alors? La France, les États-Unis sont derrière la déstabilisation actuelle? Sont derrière, ah mais oui. Ils ont aidé par satellite, comme il dit, les colonnes Touareg pour entrer au Mali. Ça passe pas inaperçu, mais ils ont imposé aux pays comme le Niger, cette caravane-là, des Touaregs pouvaient passer le Niger pour aller au Mali. Mais donc, c'est quoi le but de déstabiliser le Mali en soutenant les Touaregs? Mais il faut dire que c'est un pays de nomades. Quand on parle de Touareg, il y en a qui disent est-ce que c'est un pays? Non, c'est pas un pays. C'est des nomades, c'est une région. Mais quand on voit, maintenant ils veulent proclamer l'indépendance. De quoi? Mais ils n'ont jamais eu un pays, c'était une région, un peuple. Mais il faut voir que la population touareg, c'est sur 6 pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a le Niger, Burkina, il y a l'Algérie, Mauritanie, le Mali et quoi encore, la Libye. Donc il y en a 6 pays. Donc la France sait très bien que c'est un facteur énorme pour déstabiliser toute la région. On connaît dans cette région du désert, il y a le trafic clandestin, illégal de tout. De drogue, de tout passe par là. Et donc, aussi, les Touaregs ont comme nomades, historiquement, ils ont vu les caravanes qui passaient du nord vers le sud, ils ont toujours attaqué les caravanes qui transportaient les richesses du nord et du sud. Donc, ils ont fait ça. Donc, c'est un facteur de déstabilisation énorme pour toute une région, et que là, la France le sait très bien, et les Touaregs aussi, ils savent très bien, parce que quand tu vois leur déclaration d'indépendance, ils rappellent aux Français qu'en 1958, ils avaient demandé que la France était assez favorable, parce que c'était la période de l'indépendance. Ils ne savaient pas s'ils allaient contrôler le Sénégal, Mali. Ils ont vu avec Modibo Keïta qu'ils n'étaient effectivement pas tout à fait certains. Donc ils ont soutenu les Touaregs contre Modibo Keïta, ici et ça. Donc ils ont toujours joué la carte des Touaregs quand ça leur convenait. Et donc la situation d'aujourd'hui, c'est un peu la même chose. On voit un glissement dans le mouvement Touareg. Parfois, ils ont soutenu simplement l'autonomie. Après, on doit défendre évidemment les exigences démocrates des Touaregs, d'avoir leur propre culture, éducation. Et si et ça on ne remet pas en question. Mais un pays Touareg, ça n'a jamais existé. Enfin. Les grandes puissances reconnaissent et soutiennent des mouvements séparatistes uniquement quand ça les arrange pour emmerder. Et ils laissent tomber. Maintenant, la France dit que oh non, on n'est pas pour un État Touareg. Et un autre projet qui fait partie d'un plan de déstabilisation internationale? La question du Sahara, c'est une question stratégique, parce que c'est une zone de désert signifiant de faible économie, de faible contrôle, et donc à partir de laquelle on a un pouvoir d'intervention sur tous les pays limitrophes. De surcroît, il se trouve quand même maintenant l'enjeu nucléaire. Le Sahara est un gros fournisseur d'uranium, et ça, je crois que c'est aussi un des gros enjeux économiques actuels. Oui, on pourrait rappeler le fait qu'il y a eu il y a quelques années un coup d'État au Niger, où à un moment donné, le président du Niger a dit qu'il en avait un peu marre du monopole français d'Areva, l'exploitant d'uranium, et qu'il allait un peu se tourner vers d'autres partenaires. Et il a commencé aussi à faire des contrats avec les Chinois. Et directement, il a été renversé par un coup d'État organisé par les services d'État secrets français. Mais alors, je voudrais justement conclure en donnant une dimension régionale au problème. Je vois que le Mali avait un dirigeant de gauche qui faisait du bien à son peuple, la France l'a renversé et assassiné. Le Burkina Faso avait un dirigeant, le colonel Sankara, qui voulait l'indépendance de son peuple, qui avait revendu toutes les voitures officielles de l'État, et le ministre devait rouler dans des Renault 5. Il a été assassiné, renversé par un coup d'État made in Paris. Au Niger, aussi un coup d'État. En Côte d'Ivoire, récemment, un coup d'État avec des bombardements et une intervention militaire illégale très très grave de la France, et la Côte d'Ivoire maintenant plongée dans une situation épouvantable.
Et la Libye est bien entendu également une guerre. Donc on voit que dans toute cette région, il y a au fond le colonialisme qui continue, qui installe des marionnettes. Quand les marionnettes sont contestées par des mouvements populaires, ou si jamais une marionnette change et commence à devenir un peu trop indépendante, c'est ou bien le coup d'État, l'assassinat, ou la guerre civile et la déstabilisation. Donc est-ce que ça veut dire que les citoyens de France et d'Europe, il est temps qu'ils se rendent compte qu'en leur nom, on commet des crimes, des coups d'État et on condamne des populations à la pauvreté? Et qu'est-ce qu'on peut faire dans les pays européens et en France pour réagir par rapport à toutes ces guerres et coups d'État qui sont criminels? Les liens de l'Occident avec la politique africaine sont complètement occultés, sont cachés. Je reprends l'exemple de Morilla. Il a fallu fouiller loin pour retrouver Étienne d'Avignon, pour savoir comment ce type a conduit cette exploitation. Donc la responsabilité des citoyens français belges, c'est de faire savoir autour d'eux que des gens comme Bouygues, d'Avignon et ce genre de gens-là sont des criminels. Tirer aussi l'attention sur les gens, parce que maintenant on aura des messages alarmistes sur la situation au Mali. On voit ça, on montre des cartes, la moitié du Mali. Donc c'est en soi un peu de l'alarmisme. Ils n'ont rien dit quand les Touaregs ont avancé. C'est seulement après le coup d'État populaire qu'ils ont commencé à réagir. Donc le scénario, évidemment, c'est la France de nouveau, elle veut, au nom de l'humanitarisme, de l'aide humanitaire, s'ingérer militairement. Et donc, ils préparent avec le CEDEAO une action militaire au Mali, avec intervention concrète de l'Amérique ou la France, on verra. Mais donc, il faut d'ici être contre toute intervention militaire par le biais d'alliés burkinabés, CEDEAO et tout ça, les copains là-bas, de Côte d'Ivoire, Burkina et tout ça. Donc là, il faut être très vigilant contre toute intervention militaire. Et deuxièmement, on a le droit de continuer à dénoncer les crimes que la France a fait au nom de la démocratie, de la civilisation, au nom de l'école, dans la période coloniale, et les crimes qu'ils ont fait contre tout ce qui était progressiste dans la région. Là, on a parlé des coups d'État qu'ils, eux, ont toujours organisés, et que maintenant, ils se sont mis contre un coup d'État populaire parce qu'ils n'étaient pas avec des soumis à eux. Et surtout souligner la légitimité du soulèvement populaire malien actuel. Que c'est aux Maliens à régler leurs problèmes sans aucune ingérence coloniale. Ils sont en train de régler leurs problèmes. Il suffit de ne pas leur mettre des bâtons dans les roues. Ils règlent leurs problèmes très bien eux-mêmes. Ils ont fait des choix politiques très justes, soutenus par la grosse majorité de la population. C'est ça qu'il faut tout d'abord dire, alors que les médias disent exactement le contraire. Investigation.